Chers amis, vous allez bien? Le fait que nous soyons moins nombreux autant sur scène que dans la salle permet des échanges encore plus qualitatifs et en plus de dézoomer des questions de transition énergétique et de parler plus largement d'ailleurs de, on va dire même, société et territoire d'outre-mer parce que le sujet m'intéresse beaucoup. Je suis très heureux d'animer cette table ronde avec Pascal Joanneau et Nadine Afidou parce que on ne peut pas faire tout un événement sans un focus sur les territoires d'outre-mer. Nous avons souvent un oubli des territoires d'outre-mer, en mon humble avis, quand on parle de transition écologique, développement économique, probablement même débat public au sens large, mais je vous laisserai me contredire si vous n'êtes pas d'accord parce que vous travaillez beaucoup plus sur le sujet que moi, mais nous avons la chance là d'avoir dans le programme un focus sur comment la transition énergétique, l'énergie solaire, mais aussi la transition écologique et le développement économique dans les territoires d'outre-mer peut se faire de la manière la plus intelligente mais inspirée du local et en coopération avec l'Hexagone le plus possible. Et c'est pour cela que c'était important. Merci. Ne vous sentez pas du tout mal à l'aise. Rentrez, prenez place. Plus il y a du monde, mieux c'est. J'ose dire, si vous voulez venir plus proche, vous pouvez, mais ouais, on a des micros. Possible. Oui. Hein. Alors, après, elles sont effectivement sa mort ici sur scène. On n'est pas toujours très très gentils. Je vous ai déjà entendu dans vos prises de position. Je ne connais pas du tout Pascal, et je sais qu'elle est intimidante. Donc, je veux présenter chacune et elles se présenteront en plus parce que je vais leur poser des questions sur aussi leurs expériences, pas juste sur leur analyse. Et ça, c'est super parce que Nadine Afidou, vous êtes de Mayotte. Vous avez travaillé sur pas juste les questions de transition énergétique, mais aussi le développement économique. Vous êtes à la Chambre de commerce et d'industrie, des responsabilités très haut niveau pour tout ce qui est développement économique dans les territoires d'outre-mer. Nous avons la chance aussi aujourd'hui de vous accueillir un jour, 2 jours après, que vous ayez présenté un rapport qui s'appelle « La transition énergétique dans les territoires d'outre-mer ». C'est plutôt pertinent pour aujourd'hui. Ce qui veut dire que vous avez des responsabilités au Conseil économique, social et environnemental. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs que vous avez fait le rapport. Vous avez fait ce rapport aussi avec M. Alain André qui n'était pas disponible aujourd'hui, s'est excusé. Je l'ai invité un petit peu tardivement, donc il était des responsabilités syndicales, mais aussi en tant que co-rapporteur au CESE. Vous avez fait un travail qui est très reconnu et on va pouvoir parler de ce rapport. Et directement à ma droite, Pascal Joanneau a été directrice des expéditions au Muséum national d'histoire naturelle, spécialiste des questions de biodiversité et transition écologique. Tu as beaucoup travaillé sur les questions énergétiques, autant dans ton expérience personnelle, même dans ce que tu essayais de faire en Nouvelle-Calédonie. Et c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que tu es calédonienne. Et on va pouvoir, grâce à cela, avoir aussi des discussions très complémentaires sur différents territoires d'outre-mer. Vous allez essayer, oui, moi j'ai vraiment dit que je voulais vous mettre à l'aise parce que c'est difficile à juste 2 personnes porter toute une discussion. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver, ça va être super. Alors, est-ce que je peux commencer avec une première question pour Nadine Afidou qui est large sur les conclusions de ce rapport transition énergétique dans les territoires d'outre-mer. On va faire un effet entonnoir, on va commencer par le précis, l'énergie dans les territoires d'outre-mer, et on va élargir, mais ce n'est même pas une consigne stricte, hein, si vous voulez faire l'inverse, n'hésitez pas. Mais je commence avec une première question à Nadine sur cela. Quelles sont ses principales conclusions? Et n'hésitez surtout pas, on n'est pas très nombreux, donc retenez vos questions, on fera plein de questions avec la salle. Bonjour, bonjour à tous. Donc les présentations ont été faites, hein, donc je viens de Mayotte, j'y retourne même demain soir. Nous avons donc travaillé sur ce sujet, sur la transition énergétique outre-mer, parce qu'on a fait un constat sur les effets plus importants qu'il y a actuellement sur nos territoires ultramarins dû au réchauffement climatique et un avancement plus important dans ses conséquences sur nos territoires. Et à côté de ça, on se rend compte qu'il y a des potentiels vraiment importants en matière d'énergie renouvelable sur nos territoires qui ne sont pas exploités.
mais qui sont amenés à se développer et à permettre d'accélérer cette transition énergétique sur nos territoires pour permettre d'atteindre cet objectif de 2050 d'autonomie énergétique. Donc, face à ces deux constats, donc on a voulu axer des préconisations sur 3 différents axes. Et c'est des axes qui ont été choisis par rapport à toutes les remontées d'auditions qu'on a pu faire. Donc, une 50aine d'auditions qu'on a pu faire auprès d'institutions, d'entrepreneurs, d'associations. Vraiment, on a essayé de cibler assez large. Et des préconisations donc, sur le volet de planification, parce que comme vous savez, les territoires ont à publier des programmations pluriannuelles de l'énergie. Actuellement, les 11 territoires sont en cours de rédaction. Le seul territoire qui a pu publier son décret d'application est La Réunion. Les autres sont en cours de renouvellement de leur PPE. Donc nous, on a identifié cet aspect planification de la transition comme un axe vraiment essentiel à la réussite de ces transitions. Et donc, voilà, plusieurs préconisations tournent autour de cette planification. On a un volet de financement, évidemment, parce que ces transitions nécessitent de forts investissements. Vous connaissez la situation de certains territoires ultramarins, donc nous souhaitons pouvoir mobiliser les pouvoirs publics et les privés pour pouvoir aider à accélérer ces transitions et sous différentes formes. Ça peut être des créations de fonds d'investissement auprès des organismes en lien avec l'État comme la Caisse de dépôt et de consignation, l'Agence française de développement. Donc l'idée, c'est vraiment de stimuler la sortie de ces projets à travers la création de ces fonds. Et donc le 3e axe est un axe de développement local, donc d'opportunités par rapport à ces transitions énergétiques pour pouvoir créer des emplois, former la jeunesse, impliquer la population dans cette dynamique de transformation. Nadine, puis-je vous poser une question sur la méthode des auditions et aussi comment ont été élaborés ces 3 piliers. Premièrement, la planification, ces PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, est-ce qu'il y a des grosses différences dans l'élaboration de chacune pour ces 11 territoires d'outre-mer? Déjà, est-ce que ça c'était facile parce que je prends du recul, au niveau hexagonal, on fait une PPE pour l'ensemble du territoire, ou peut-être que je me trompe là-dessus? Non, par région également. Par région, très bien. Mais là, on est quand même sur des régions, sur des territoires assez différents, principalement insulaires, et la Guyane. On est d'accord, la Guyane aussi fait partie de ces 11 territoires. Juste un petit mot sur la différence entre ces territoires, dans comment ils élaborent les PPE. Dans le principe, elle s'élabore de la même manière sur tout le territoire national. Après, évidemment, chacun peut y apporter des axes prioritaires. Donc, je sais que La Réunion, donc, qui l'a terminé, avait un gros axe sur la mobilité et a d'ailleurs fait de grosses assises sur la mobilité durable récemment, sachant que pour l'ensemble des 11 territoires, la mobilité représente quand même 50% de la consommation énergétique. Donc, forcément, on est obligé plus élevé plus élevé que sur l'Hexagone, puisqu'on malheureusement, on utilise beaucoup trop nos véhicules individuels et que les transports collectifs n'ont pas été suffisamment développés. Donc, certaines régions privilégient plus la rénovation énergétique aussi, parce que c'est aussi une des solutions pour diminuer la consommation énergétique et donc diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en fait, chacun prend un peu les sources d'énergie renouvelable qui sont les plus présentes sur son territoire et les problématiques les plus prégnantes pour programmer sur les 5 ans les efforts qu'il y aura à faire et les dispositifs qui seront mis en œuvre pour arriver à diminuer la consommation énergétique. Est-ce qu'il y a des cas
nous inquiètent, mais qui sont préoccupants, où le travail de lancer une transition énergétique, c'est vraiment où il y a des principes très différents par rapport aux autres territoires. Est-ce qu'il y a un cas qui sort vraiment du lot, et pourquoi? Est-ce qu'il y en a plusieurs qui sortent du lot? Il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la volonté de passer au tout électrique au niveau des véhicules individuels ou transport, qui pose quand même plusieurs problématiques sur nos territoires insulaires, parce que on a des réseaux électriques déjà encore assez dégradés, même à renouveler, dimensionnés, pas suffisamment dimensionnés, on va dire. Et l'idée de devoir mettre en place des véhicules électriques donc à recharger avec des bornes de recharge qui vont quasiment doubler la production électrique du territoire, sans qu'on agisse sur le réseau même et sur la production actuelle. Voilà, c'est quand même un vrai sujet. Et le deuxième sujet sur le tout électrique, c'est le recyclage des batteries usagées. Parce qu'à l'heure actuelle, les batteries usagées ne peuvent pas être renvoyées sur le territoire hexagonal. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces batteries usagées? Et donc, soit, nous, c'est ce qu'on préconise dans notre avis, on met les moyens pour structurer une filière de recyclage sur place, donc forcément créatrice d'emplois nouveaux, et donc forcément bien pour le territoire et pour le développement du territoire. Soit les armateurs trouvent une solution, en tout cas pour rapatrier ces batteries, parce qu'il y en a déjà beaucoup actuellement. Mais voilà, il faut faire financer cela. Pascal Joanneau, pour qu'on puisse faire un petit peu de ping-pong très intéressant entre différents territoires, différentes approches. Vous avez surtout travaillé en Nouvelle-Calédonie, mais un petit peu Wallis et Futuna. Peut-être que quand vous parlez des territoires précis, même si, parce que moi parfois j'ai besoin de rappel aussi, on peut resituer où sont ces différents très très beaux territoires, si je peux me permettre aussi. Ok, merci. Merci Pascal. Henri. Vous m'entendez? Alors, avant de peut-être de parler de nos territoires et des territoires que je connais le mieux, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui viennent des collectivités d'outre-mer? Est-ce que certains d'entre vous, peut-être la Réunion au fond? Une personne. Une personne. D'où? La Guadeloupe. Et la Réunion, il n'y a personne? Aucun autre donc et vous, voilà, bon, c'était juste pour situer à peu près. Donc, en effet, on va resituer un petit peu les. Peut-être que leur géographie est parfaite, mais on va pas Madagascar, créer d'embarras. Très bien. Mayotte, d'accord. Ah ouais, c'est mon voisin. C'est parfait. On se connaît bien. Ah bon, d'accord, ok. Bon, donc moi, ce que je voudrais, avant de rappeler. Moi, donc, je viens de Nouvelle-Calédonie. Je suis citoyenne calédonienne au titre de l'accord de Nouméa. Je ne suis absolument pas spécialisée des énergies renouvelables. Vous avez bien vu que j'étais océanographe. Mais il se trouve que j'ai eu des postes en Nouvelle-Calédonie où j'étais directrice de l'aquarium, où j'ai eu à faire un nouveau projet de construction d'un nouvel aquarium. Donc, forcément, on touche un peu à ces métiers-là. Et puis, ensuite, j'étais donc au Muséum national d'histoire naturelle, où je me suis occupée de collection et de la direction des expéditions scientifiques. Et j'ai le grand bonheur d'être à la retraite maintenant, donc ça c'est formidable parce qu'on peut faire plein de choses. Et donc travailler gratuitement. Voilà, exactement. Et donc avant de resituer, parce que je vais vous parler plutôt des énergies renouvelables dans les collectivités que je connais, hein, c'est-à-dire Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, un peu la Polynésie, je voudrais juste faire un comeback sur pourquoi on est là. Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui d'énergie renouvelable? On est dans une situation, hier, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu assister à l'interview d'Henri avec Barack Obama, et Fanny, en ouverture, notre maîtresse de cérémonie, a dit on ne peut plus reculer. On est là parce qu'on est dans une... Alors, je ne sais pas, parmi vous, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, hein, donc il doit y avoir des étudiants, j'imagine. Il y a des étudiants parmi vous?
Oui. Ah, c'est parfait. Ah, ça, c'est parfait, alors. Et donc, c'est votre génération qui allait nous sauver, qui allait sauver la planète. C'est plus nous. Enfin, en tout cas, c'est plus ma génération. C'est la génération de mes deux d'à côté. Mais moi, ma génération, elle a fait plein de bêtises. Et donc, si on est là aujourd'hui, c'est bien parce qu'on commence, enfin, pas qu'on commence, on a conscience, vous avez conscience, qu'on est dans une situation où il faut lutter contre les gaz à effet de serre. Pour lutter contre les gaz à effet de serre, eh ben, il faut réduire nos énergies fossiles. Il n'y a pas 46 solutions. Voilà, c'est obligatoire. Et vous savez, ça fait plus de 60 ans que des scientifiques, et notamment un océanographe qui s'appelait Roger Revel, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce nom, mais Roger Revel, c'était un océanographe, donc plus âgé que moi, qui était à Harvard et qui avait parmi ses étudiants, il avait dit à ses étudiants, vous savez, avec alors à l'époque on n'appelait pas ça des gaz à effet de serre, avec toutes nos émissions de pollution, etc., on risque quand même, dans quelques années, d'avoir des problèmes sur le climat, une chape, un réchauffement climatique. Ce professeur d'océanographie, donc Roger Revel, avait parmi ses étudiants un compatriote d'Henry, puisque c'est un Américain, qui a été vice-président des États-Unis, qui est Al Gore, Albert Gore. Donc Al Gore a mis sur la table de l'opinion publique le fait qu'on entre dans cette ère du changement climatique, du réchauffement climatique, avec son film et son livre, dont j'ai oublié le nom, Une vérité qui dérange. Et donc, c'est lui qui a mis ça sur la table de l'opinion publique. Et je crois que c'est très important de toujours se remémorer pourquoi on fait les choses et surtout le gap qu'il y a. Alors moi, je suis scientifique et Roger Revel, il y a 60 ans qu'il a dit ça. Mais il n'a pas été le seul, il y a eu d'autres physiciens qui l'ont dit, etc. Donc pourquoi en 2024, tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup, on y va progressivement, mais ce n'est pas suffisamment rapide, on est obligé d'intervenir et d'agir. Donc, bon, voilà, ça c'était vraiment la petite parenthèse parce que je crois que c'est vraiment important. Et alors pour nos collectivités d'outre-mer, comme tu l'as dit, au CESE, vous avez fait une partie de l'ensemble de la synthèse de ce qui s'est dit de ce qui se fait dans les collectivités d'outre-mer. Mais évidemment, on ne va pas prendre la même comparaison parce que nos collectivités d'outre-mer sont plurielles, aussi bien culturellement, géographiquement, mais aussi en termes de météo. Hein. On ne peut pas comparer la Guadeloupe avec Saint-Pierre-et-Miquelon. On ne peut pas comparer les terres australes et antarctiques françaises, notamment avec, par exemple, la Réunion ou la Calédonie. Donc, on est assez disparate dans nos façons de traiter les énergies renouvelables. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est peut-être vous parler un petit peu de la Nouvelle-Calédonie d'abord, puis après, on verra, je vous parlerai peut-être... Donc, la Nouvelle-Calédonie, c'est donc une collectivité du Pacifique. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que dans nos collectivités d'outre-mer, on n'a pas tous le même statut juridique. Hein. Donc, la Nouvelle-Calédonie, elle a un statut sui generis qui est inscrit dans la Constitution française. Et donc, elle a une très grande autonomie. Je parle d'abord d'elle parce que vraiment, la Nouvelle-Calédonie a une très grande autonomie, que sur tout ce qui est énergie renouvelable, donc il y a un gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui est en charge de la gestion de ces énergies renouvelables. L'environnement, par exemple, est plutôt à la charge des provinces de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, le gouvernement, les provinces, le congrès du territoire et les communes, eh bien, ça fait tout un panel administratif qui doivent aller dans le même sens, c'est-à-dire gérer nos gaz à effet de serre, diminuer nos gaz à effet de serre. Il n'y a rien à faire. Et comme tu l'as très bien dit, toutes nos collectivités utilisent actuellement plus de 80% de l'électricité qui est produite, plus de 80% par l'énergie fossile, et plus de 96% consommée par l'énergie fossile. Donc la Calédonie, c'est 18 500 km², c'est pas très grand,
c'est 269 000 habitants, c'est-à-dire un peu moins que Strasbourg, un peu plus que Bordeaux, grosso modo, mais étalé sur toute la longueur de la Calédonie, avec 2500 heures, grosso modo, d'ensoleillement par an. Par rapport au Tuamotu, par exemple, en Polynésie, il y a 3000 heures. En gros, c'est beaucoup plus que la plupart des territoires français? Non, parce que par exemple, Nice, alors je ne l'ai plus en tête, mais Nice, c'est... Les chiffres pour tous ces territoires-là, je suis impressionné. Déjà, j'essaie de faire en sorte qu'on comprenne 200 000 heures d'ensoleillement, c'est précis déjà. Mais 2500 heures par an pour la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est 33 communes. Par exemple, Nice, c'est plus en ensoleillement. Alors pourquoi c'est plus? Parce qu'on a aussi des périodes, on a 2 grandes saisons. On a la saison fraîche et la saison chaude. La saison, on va dire, plutôt cyclonique et la saison plus fraîche où il n'y a pas de cyclone. Que 2 saisons. 2 grandes saisons. Ouais. 2 grandes saisons. Et donc, on a actuellement un schéma. Alors, parce que comme évidemment, on est tous, aussi bien la Polynésie que Wallis-et-Futuna que la Nouvelle-Calédonie, on a tous des noms différents pour dire la même chose. Finalement, en Nouvelle-Calédonie, on a un schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie, ce qu'on appelle le STINC, comme tu l'as dit. Donc le STINC, c'est quelque chose qui a été mis en place en mai 2016 par la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on voulait rentrer dans le champ d'application de l'accord de Paris de la COP 21. On voulait vraiment rentrer là-dedans et donc on s'est dit, on va construire un schéma de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est pas facile. Hein. Et de manière assez autonome, si je puis dire, avec le gouvernement français. Oui. Parce que si je dis comme ça, c'est parce que le gouvernement, là pour le coup, c'est unique parmi les territoires d'outre-mer. Voilà, la Calédonie est autonome pour gérer son énergie. La Polynésie, elle est aussi autonome, mais elle est en relation avec notamment l'AFD, l'ADEME. Nous aussi, en Calédonie, on a évidemment des relations avec l'ADEME, mais c'est quand même un schéma qui est voté par le Congrès. Hein. Il y a une délibération, je vais même vous dire, il y a une délibération du Congrès d'août 2023. Donc le Congrès, ce sont tous les élus des 3 provinces de la Nouvelle-Calédonie. Et on a voté par délibération un schéma de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie qui, comme tu l'as très bien dit, on fait tous pareil, hein, doit être revu et il est en train d'être il a été revu et en août 2023. Mais tout de même plus d'autonomie. Et juste rapidement, dans les 11 territoires, Nadina Fidou, la Nouvelle-Calédonie fait partie des 11 territoires qui font. Oui. Et vous voyez une différence dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et dans leur stratégie qui serait due à cette autonomie plus importante de la Nouvelle-Calédonie ou l'impact est pas notable? Moi, ce que j'ai pu voir en différence sur la Nouvelle-Calédonie, c'est l'importance de l'industrie du nickel. Voilà. Ouais. Je vous laisse en parler parce que... En fait, je trouvais intéressant de savoir dans le contexte de l'ensemble des territoires d'outre-mer si justement cette autonomie était un avantage ou plutôt un inconvénient dans le contexte de transition écologique énergétique. Mais ça, c'est peut-être une question très difficile. C'est compliqué parce que la Nouvelle-Calédonie, je vous ai dit, il y a 2500 heures d'ensoleillement. On pourrait être complètement autonome en énergie avec l'énergie solaire. Hein, mais on a une industrie métallurgique. Hein, la Nouvelle-Calédonie est le 4e producteur. Tu peux attendre. Bon, oui. Voilà. Donc, il y a des industries métallurgiques qui, elles, sont complètement très consommatrices d'énergie fossile, fuel et charbon. Donc, l'idée, c'est quand même, il y a eu un pacte là, enfin pas un pacte, mais il y a eu en 2023, il y a eu un accord cadre qui a été signé entre le gouvernement, les métallurgistes, et la société Enercal. Enercal, c'est elle qui distribue l'énergie pour, alors je vous le dis, viser le verdissement et la compétitivité de l'industrie métallurgique de la Nouvelle-Calédonie. Et ils doivent faire un avance tous les ans. Ils prévoient de présenter ce qu'ils ont fait. Alors, c'est pas gagné, hein, bien sûr,
Donc, mis à part l'industrie du nickel, on pourrait arriver à être quasi autonome en énergie, comme dans les autres collectivités. Parce qu'au fond, c'est ce qui est le plus compliqué, ce sont les industries. Maintenant, bon, alors, au moment où je parle, l'industrie de la mine est dans... Bon, alors, c'est pas du tout mon domaine, hein, mais l'industrie de la mine en Nouvelle-Calédonie est très problématique, hein, parce qu'on vend le nickel... Pour le faire bref, on vend le nickel cher, la main-d'œuvre est chère, et puis finalement, les investissements sont en Indonésie, et l'Indonésie est beaucoup moins chère, donc le nickel calédonien a subi une crise actuellement forte. Donc je ne sais pas... D'un point de vue compétitivité, c'est peut-être pour ça qu'ils ont... Tout à fait. Mais je ne sais pas aujourd'hui si l'article 9 donc, de la délibération du Congrès d'août 2023 pourra être tenu dans le contexte économique actuel. Parce que vraiment, c'est un peu dramatique. Continuons à faire un petit peu de ping-pong, ou tennis, je préfère. Nadine Afidou, je sais que vous êtes aussi très intéressée par l'entrepreneuriat, soutenir les entrepreneurs, les jeunes entreprises, parce que c'est aussi votre métier à la CCI. Il y a des choses remarquables, autant dans le rapport que dans votre expérience, en ce qui concerne le développement, la création d'entreprises, l'entrepreneuriat pour la transition énergétique dans les territoires d'outre-mer. Alors oui, je vous dirais oui, forcément. Et ce qui est important, surtout, c'est d'accompagner de nouvelles startups, de nouveaux projets, qui seront des activités non délocalisables, vraiment pour permettre d'employer des jeunes localement. Alors, de ce que j'ai cru entendre, en tout cas au niveau des différents acteurs économiques, la principale préoccupation, c'est la maintenance et l'entretien des installations une fois qu'elles ont été mises en œuvre, et donc le cycle de renouvellement régulier de certaines installations. Donc c'est vraiment dans ces filières également de recyclage des déchets, qu'on oriente un peu les porteurs de projets pour leur dire que c'est vraiment dans ces filières-là on pourra trouver des projets rentables et durables, et vraiment en lien avec cette transition énergétique. Recyclage des déchets, c'est là l'identification d'un vrai vivier en fait d'emploi. Ah oui, complètement. Ouais. Déjà, les déchets classiques dans nos territoires il y a une vraie problématique de recyclage à l'heure actuelle. Donc là, on étend aux déchets de dispositifs d'installation liés à la transition énergétique, donc les panneaux photovoltaïques, les batteries, j'en parlais tout à l'heure, mais il y a vraiment une vraie industrie à mettre en place pour ça, et à structurer surtout la filière, parce que sur quasiment tous les territoires, la filière n'est pas structurée. Je parle principalement de Mayotte parce que c'est mon île, mais il y a une réelle problématique de traitement de déchets sur notre territoire de Mayotte, et je sais que c'est le cas sur beaucoup d'autres. Oui, Est-ce que c'est lié c'est parce qu'on n'a pas encore travaillé suffisamment sur les infrastructures et les pratiques, l'acculturation de la population, une économie déséquilibrée entre saisons? Je n'aurais pas imaginé ça intuitivement, mais je ne connais pas suffisamment le territoire. C'est quoi la raison en fait c'est un retard sur justement le traitement des déchets? C'est un retard, et c'est je pense aussi un manque de volonté politique. Je pense que ça ne fait pas encore réellement partie des axes prioritaires pour nos politiques locales, malgré le fait que le fait de traiter ces déchets peut apporter un bien-être au territoire et apporter de l'emploi, des investisseurs, des touristes. Enfin voilà, ça peut être, ça peut entraîner beaucoup de choses, mais pour l'heure, moi, de mon point de vue, je sens vraiment que les politiques locales n'ont pas encore cette priorisation en tête, en fait.
Et après, je peux pas leur jeter la pierre parce qu'il y a tellement de choses à faire sur nos territoires, tellement de choses à mettre en place, tellement de choses à mettre en œuvre avec des budgets serrés. Donc, il faut savoir où on met les priorités. Et bon, malheureusement, c'est pas sur le traitement de déchets. Je vous en prie. Oui, je vais vous parler un peu de mon expérience. Je rejoins ce que tu dis. Hein. En 2000, après la signature de l'accord de Nouméa, 99-2000, j'ai été élue du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Donc, je vous ai dit... Hein, je faisais partie de ces irresponsables responsables politiques. Voilà, ouais. Exactement. Mais je vous dis ça... Je vous dis ça il y a 24 ans, donc. Hein. 25 ans. Et donc... moi, mon dada, c'est l'environnement, depuis toujours. Je suis scientifique, bête, voilà, c'est comme ça. Ça fait depuis... Scientifique, bête. Ah, oui, oui, depuis l'âge de 5 ans, je suis dans ce... Voilà, je suis... Le PhD et tout, responsabilité au muséum. Je ne sais pas ce que tu envoies comme image de légitimité pour les autres dans la salle maintenant. Ce que je veux dire, c'est que j'étais pas politique. C'est-à-dire que je me suis retrouvée en politique parce que je voulais qu'on fasse des choses pour l'île que j'aime. Ah oui, non, là, il n'y a aucune chance. Ouais. La Nouvelle-Calédonie. Entrer dans la politique, vraiment. Et donc, voilà. Et donc ma raison, mon acceptation d'aller en politique, ça a été pour mieux gérer l'environnement et que ce soit un environnement durable, etc. Et je me souviens qu'en 99, donc, j'avais proposé à mes collègues, à l'époque, je me disais, mais tous ces déchets qu'on enfouit, dont on ne fait rien. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas à faire du recyclage? Donc il y a 25 ans, donc c'était... Voilà, on y pensait déjà. Faire du recyclage. Et je me disais à l'époque, je comprends qu'on a beaucoup de choses à faire, mais mon idée, c'était, on met en place des filières de recyclage. Elle m'en veut. Pardon. Donc, on met en place des filières de recyclage. Déjà à l'époque, je voulais qu'on fasse de la consigne sur les canettes, sur le verre, qu'on essaye avec ces consignes de donner que les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Hein, il ne faut pas croire que dans nos collectivités, il n'y a que des gens qui ont de l'argent. Donc il y a des gens qui sont dans le besoin aussi. Et je me disais, ces gens qui pourraient ramener les canettes, les bouteilles en plastique, etc. à l'époque, on pourrait donner en contrepartie des tickets qui leur permettraient d'aller recevoir du riz, de l'huile, de la farine, enfin des produits de première nécessité saines, c'est-à-dire pas du sucre, pas de l'alcool, etc. Pour créer justement cette synergie. Et l'idée, c'est donc, on récupérait tous les déchets, on les mettait dans des containers et on allait dans des containers pour pouvoir à l'époque, on n'avait aucune filière de recyclage en Nouvelle-Calédonie, donc un petit peu les canettes, pas trop le reste. Et donc, l'idée, c'était de les exporter en Australie ou au Japon, donc le plus près pour essayer de dépenser le moins de gaz à effet de serre possible avec les bateaux qui, évidemment, sont toujours pas décarbonés. Bon, ça, c'est un autre sujet dont on pourrait parler longuement. À l'époque, c'était pas possible. C'était pas possible. C'était même pas... voilà, on m'a un peu rionné quand j'ai eu cette idée-là. Comme dans les années 94, avant l'accord de Nouméa, j'ai participé, j'étais directrice de l'aquarium de Nouméa, et donc j'ai fait ce projet de reconstruction de l'aquarium de Nouméa. Et l'aquarium, c'est très simple, hein, c'est un aquarium qui est magnifique. Hein. Si un jour vous allez en Nouvelle-Calédonie, je vous engage à aller le visiter. On prend l'eau de la mer directement et elle repart à la mer. Donc c'est comme un petit diverticule du lagon. Et pour que l'eau soit claire dans les bacs, on a un bassin de décantation qui est plat et qui a un toit pour être protégé des intempéries. C'était évident que ça devait être le réceptacle des énergies solaires, de panneaux solaires. C'était trop tôt. C'était trop tôt. Alors que tout ça, bon, alors c'est sûr que ça coûtait plus cher, peut-être. Hein. Aujourd'hui, c'est impensable de dire qu'on ne peut pas le faire. Ce genre de choses. Et alors, justement, pour en revenir peut-être, je vais prendre l'exemple de Wallis et Futuna,
qui lui aussi a un plan de transition énergétique. Je vais juste vous dire une petite anecdote. À Wallis et Futuna, vous savez... Tout le monde situe. Tu peux dire où c'est? Alors, Wallis et Futuna, c'est entre la Nouvelle-Calédonie, c'est dans le Pacifique, bien sûr, et la Polynésie. Okay. Wallis et Futuna, c'est 3 îles. Donc, c'est assez petit. Ça fait 124,2 km², donc c'est tout petit. Il y a 11 000 habitants. C'est malheureusement, alors il y a 3 îles dont 2 habitées, Wallis et Futuna. Alofi est habité par un ermite. Et en fait, s'il est toujours là, je ne sais pas, hein, ça fait quelques années que je connais. Et donc, si vous voulez, donc les 2 îles principales, Wallis et Futuna, ah oui, complètement. Ce sont les 2 îles qui malheureusement, ou je ne sais pas, en tout cas c'est un fait, c'est une population en diminution. Hein, on était à 14 000 il y a quelques années, là on n'est plus qu'à 11 000. Beaucoup de Wallisiens et Futuniens vont vers la Nouvelle-Calédonie. Et donc à Wallis et Futuna, ils ont engagé alors là-bas ça s'appelle, comme en métropole, c'est un plan de transition énergétique qui est calqué sur celui de la métropole. Ça, je pourrais en parler après. Mais pour vous dire aussi que parfois, dans nos collectivités, on peut avoir des facilités bien plus simples en tout cas en métropole et en Europe. Les Wallisiens et les Futuniens sont des gens extrêmement attachés à la religion catholique. Donc, il y a une église à Wallis qui est extrêmement importante, l'église Matautu, et qui est une église qui est fréquentée, qui est ancienne à l'architecture particulière qu'il y a à Wallis et Futuna. Eh bien, imaginez ça en France, ils ont réussi à mettre des panneaux photovoltaïques sur l'église, ils l'ont accepté. Ah oui, là, effectivement. Donc vous voyez, nous essayons de faire ça à Paris, même pas sur une église, hein, mettre des panneaux photovoltaïques en face de l'église, par exemple. Non, mais c'est juste, juste impossible. Alors, c'est vrai qu'on a des difficultés à faire des choses, mais c'est vrai aussi qu'on peut... C'est sûr que les bâtiments de France, on ne l'a juste pas encore vu. J'espère que non. Mais voilà, on peut avoir des facilités quand on est à la mode océanienne, ou à la mode océanienne, on est plutôt dans le consensus. Et là, ça a été le cas. Hein, entre les coutumiers, la préfecture et l'assemblée territoriale, voilà, Et j'imagine que la discussion n'a pas été menée par Stéphane Bern. Je ne sais pas, je crois pas. Les sorties de Stéphane Bern sur l'énergie renouvelable dans les territoires. Bon, j'ai peut-être été un peu en confrontation du patrimoine bâti. Mais il n'est pas là pour se défendre, et c'est quelqu'un qui a fait une belle carrière, donc je ne vais pas critiquer. C'est juste... la blague qui servait à rien. Alors, Nadine Afidou, je vais revenir sur les questions, mais sincèrement, j'apprécie beaucoup les anecdotes. Voyager dans un pays qui est le nôtre, c'est important de se rappeler aussi les territoires qui font que nous avons le deuxième espace maritime mondial, une population diverse incroyable et un réservoir de biodiversité fabuleux. Ah oui. Là, on est là pour... le point d'entrée, c'était transition énergétique. Je vous ai dit qu'on allait aller plus large sur la transition écologique. Si la France a autant de biodiversité, c'est parce que 80% d'entre elles est en territoire d'outre-mer. C'est clair. Et si je m'abuse, 80% de ces 80% sont en Guyane, si je ne me trompe pas, la Guyane étant aussi riche en biodiversité. J'allais vous donner la parole, mais je veux bien, si vous avez des questions. Vous comprenez qu'il n'y a pas de consigne thématique, si ce n'est qu'à un moment donné, qu'il faut quand même un lien avec la transition énergétique et écologique. Super, il y a 2 questions. Je suis ravi de cela. Est-ce que vous pouvez juste parler fort pour, oui, galanterie oblige, on commence par là, et après vous devant. Je vous en prie. Super, on la retient. Et vous, monsieur? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de bête. Est-ce que l'État français subventionne et encourage les collectivités
Je vais prendre les questions, après tu pourras prendre la deuxième. Oui, effectivement, à Mayotte, une vraie problématique de foncier, et c'est le cas sur un peu tous les territoires. En fait, ce qui est privilégié, c'est d'installer sur les toitures, celles qui existent, et sur les zones déjà artificialisées. En dehors de ça, malheureusement, c'est compliqué. Hein. On a la ZAN qui bloque quand même les projets qui peuvent s'installer sur des zones agricoles, zones naturelles, etc. Mais il y a un vrai potentiel sur les parties déjà actuellement artificialisées et sur les toitures de bâtiments. Et l'idée, c'est que les collectivités se saisissent en fait de cet objectif de couvrir leur toiture de bâtiments publics de panneaux solaires, et donc de donner l'exemple pour l'ensemble de la population. Oui. Sur la dernière PLF, effectivement, il y a eu beaucoup de... Les dispositifs ont évolué, et dû un peu à une dérive un peu des investissements, malheureusement. Mais effectivement, jusqu'à l'année dernière, il y avait des dispositifs de défiscalisation, effectivement, pour les chauffe-eau solaires principalement, et au niveau des industriels photovoltaïques sur les autres types d'installations photovoltaïques. Après, pour continuer sur ce sujet, il y a de plus en plus de projets d'agrivoltaïsme qui permettent d'allier un peu le développement économique agricole, donc le développement pour arriver à une autonomie alimentaire, et cette transition énergétique, donc en créant des fermes, des fermes solarisées, et principalement pour certaines cultures qui nécessitent un peu plus d'ombre. Voilà. Donc de plus en plus de projets, de dossiers ont été déposés pour autoriser ces types de projets. Voilà. Sur la deuxième question, juste avant, les subventions de l'État pour les projets, c'est un vrai sujet. C'est ce qu'on dit dans notre avis. Malheureusement, il n'y en a pas assez. Et ce qu'on demande justement, c'est de mobiliser l'ensemble des pouvoirs publics sur ces sujets de transition énergétique, parce que les territoires ne peuvent pas tout financer, ne peuvent absolument pas tout financer. Et nous, on a fait un focus particulier sur la rénovation énergétique des logements, où il y a un vrai sujet sur les logements sociaux, où forcément ça touche la population plus modeste. Et il faut savoir que les logements sociaux sur les territoires ultramarins sont financés par une ligne budgétaire unique. Elle permet de financer la construction de logements sociaux neufs. Et dans cette ligne budgétaire unique, il y a une part pour la rénovation énergétique. Mais elle est tellement ridicule, en fait, qu'elle permet elle permet même pas de rénover le cinquième de ce qu'il y a sur nos territoires. Donc, dans nos préconisations, on a vraiment demandé à ce que cette part d'LBU pour cette rénovation énergétique des bâtiments, des logements, soit augmentée et soit même étendue aux logements privés. Voilà. Sachant que l'habitat représente 20% quand même de la consommation énergétique sur nos territoires. Donc c'est quand même, si on arrivait à accélérer la rénovation énergétique des logements, on pourrait diminuer fortement la demande énergétique des territoires. Tu voulais aussi réagir sur je peux réagir sur les incitations. Les incitations, par exemple. Ah ben vous aviez une question peut-être. D'accord. En fait, en tout cas, je parle pour la Nouvelle-Calédonie. Il y a des incitations du gouvernement local,
pour inciter les gens justement à d'abord être plus sobres en énergie, ça c'est sûr. Il y a des déductions d'impôts, par exemple sur les achats d'électroménagers A+, hein, donc il y a ça. Et puis il y a aussi, alors ça c'est pas mal, je ne sais pas si dans les autres collectivités ça existe, mais le gouvernement a mis en place l'appui de conseillers en énergie partagée pour les communes qui veulent s'engager dans la transition énergétique pour les aider à faire leur schéma, etc. Je ne sais pas si ça existe. Non. Et donc ça c'est en effet sur la Nouvelle-Calédonie. Et dans les autres incitations, alors vous savez que le territoire de Wallis et Futuna, donc l'État s'est engagé, enfin avec la CRE, à réglementer la vente de l'électricité. Et donc il y a un arrêté qui prévoit que l'électricité devait avoir un certain prix. Et alors, il devait s'aligner sur les tarifs jaunes et verts qui étaient des tarifs applicables à la Corse. En contrepartie de quoi, donc le coût de l'énergie doit baisser, en contrepartie de quoi le territoire de Wallis et Futuna s'engage en mettant en place tous les outils d'un nouveau modèle énergétique. Et donc, voilà, c'est aussi... donc l'État nous accompagne, c'est évident. Hein, on peut pas, il faut être clair, on peut être autonome politiquement, mais économiquement, l'État nous accompagne, mais aussi, il y a la contrepartie de s'engager à essayer de faire cette transition énergétique. Pour les plus engagés, comme la Réunion, c'est maintenant, et puis pour les autres, c'est 2030 à 2050. Juste une précision par rapport à ce qu'on avait également vu dans nos auditions. Par rapport au coût de l'électricité, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont les seuls territoires à ne pas bénéficier de la solidarité nationale au niveau de la CSPE. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, le coût de production de l'énergie sur nos territoires ultramarins coûte à 4 à 5 fois plus cher qu'ici en métropole. Donc ce gap est totalement pris en charge par l'État à hauteur de 2,5 milliards d'euros quand même en 2023. C'est quand même une belle solidarité nationale. Mais c'est un financement d'énergie fossile. Ben voilà, c'est ça. Et c'est un peu ça qu'on trouve dommage, c'est de trouver un moyen de plutôt financer l'évitement carbone plutôt que de continuer dans cette solidarité nationale. Bon, on n'a pas le choix, c'est vrai, mais elle finance de l'énergie fossile. Donc trouver la bonne solution pour un peu inverser la tendance et redynamiser le déploiement de projets d'énergie renouvelable. Juste pour que j'ai trouvé ça très intéressant quand j'ai compris ce principe de péréquation tarifaire qui était appliqué, qui est une mesure sociale très intéressante. Très importante, oui. Et ce que vous préconisez, c'est son adaptation vers la transition énergétique pour que justement cette péréquation tarifaire historique ensuite soit qu'il y ait un fléchage vers une transition énergétique et la sortie des fossiles. Quelque part, ce qu'on arrive à économiser en transformation, en production propre, d'énergie propre, soit redirigé vers des projets d'énergie propre. Voilà. C'est quoi il y a 2 territoires par contre qui ne sont pas soutenus par la CSPE. Voilà. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. C'est normal puisque Polynésie et Calédonie ont des statuts particuliers, sont autonomes. Donc en effet, c'est vrai que c'est normal. Alors malgré ce statut, tout, oui. Nous, au CESE, on a demandé à voir comment on peut étendre cette solidarité nationale sur l'ensemble des territoires ultramarins. D'accord. Je vous en prie, vous aviez une question. Oui. Je souhaitais rebondir en fait sur le sujet des incitations fiscales et d'un point de vue assurance, parce que je suis dans le secteur, ces années-là elles étaient assez intéressantes parce qu'en termes d'installation, elles donnaient lieu quelques années plus tard à des pessimistes. Et au niveau des assureurs, à un moment donné, il y en avait tellement que ça a constitué un frein au développement en fait, de la filière photovoltaïque. Aujourd'hui, ça s'arrange, c'est devenu plus rentable et plus sécurisé.
vous sentez pas obligé. Je sèche complètement là. C'est vrai que c'est très technique et c'est un volet qu'on n'a pas pu aborder au cours de notre avis. Et c'est vrai que moi, je ne m'y connais pas jusqu'à ce niveau-là. Non, mais parce que on avait eu une intervention du côté de la Fédération française du photovoltaïque. Et pour rebondir avec ce que vous disiez par rapport à la Réunion, c'était très intéressant parce qu'il disait qu'il y avait une explosion des installations et des incitations apparemment fiscales, c'était la Réunion. Mais peut-être pas suffisamment d'anticipation des dégâts aussi. Non. Je pense que oui. Depuis 2010, ça a quand même vachement changé, depuis c'est plus sécurisé. Mais mine de rien, c'est quand même très important parce que comme vous disiez, les énergies fossiles, on a déjà prouvé dans ces territoires-là, on sait que ça fonctionne à toute épreuve. Si on avait des installations ce type, ça vibrait quand même. Alors, j'avais quand même eu l'occasion de travailler sur le sujet assurantiel, mais plus sur les assurances vis-à-vis des risques climatiques et des cyber-risques également. Et en fait, ce qui était ressorti de ces travaux, c'est vraiment contrairement à ce qu'on était en train de parler de solidarité nationale sur la CSPE, etc., là, un manque criant de solidarité, au contraire, pour la prise en compte des risques plus importants de nos territoires, en termes de risques climatiques, etc. Bon, ça n'a rien à voir avec le sujet du photovoltaïque, mais c'est vrai qu'au niveau des assurances sur nos territoires, on est très décalé avec l'Hexagone, et qu'il y a certains travaux qui sont en cours pour essayer un peu de remettre un peu les choses plus en parallèle pour d'une part faire avancer les projets comme ceux du photovoltaïque, mais voilà, pour avoir un meilleur équilibre entre les populations. J'ai vu une main levée à oui. gauche. Oui, je vous en prie. Est-ce qu'il y a un objectif de date pour atteindre la neutralité carbone Alors oui, Ah oui, c'est le même c'est vrai, qu'au niveau complètement. national. Là-dessus, on n'est pas différent. Il y a la première date 2030 sur le mix électrique, le 2050 autonomie énergétique. Donc 2030 sur le mix électrique, le mix électrique décarbonation. Beaucoup de territoires sont sont vraiment prêts à y aller, à y être. Le plus tardif, c'est 2033 pour la Martinique, qui est annoncé, parce que il y a des transformations de centrales électriques pour qu'elles fonctionnent à la biomasse, même si c'est pas une énergie durable, mais au moins d'une manière transitoire, ça permet d'arriver au mix électrique à 2030. Mais par contre, l'autonomie énergétique, elle est visée à 2050. Tout le monde pense y aller, mais il y a beaucoup plus de travail à mener, beaucoup plus de mobilisation pour y aller et vraiment de suivre strictement la planification qui sera proposée. Et même pour les collectivités du Pacifique, Polynésie et Calédonie, donc qui sont autonomes, elles aussi, elles veulent aller vers l'autonomie énergétique 2030 et 2050. C'est pas gagné, mais en tout cas, les décrets, les lois de pays qui sont prises vont dans ce sens-là. Voilà. Peut-être une dernier chapitre sur transition écologique au sens large, parce qu'on a parlé de déchets, on a mentionné la biodiversité. Pascal, que dirais-tu sur la prise de conscience dans l'Hexagone de l'opportunité de transition écologique ou préservation de la nature dans les territoires outre-mer, parce que tu as beaucoup essayé de faire entrer dans l'opinion publique, que ce soit à travers le muséum, les expéditions. Que dirais-tu de ça aujourd'hui ? Alors, c'est bien la prise en compte dans l'Hexagone des collectivités d'outre-mer. Alors, moi, j'ai pour habitude de dire que, comme je l'ai dit au début, les collectivités d'outre-mer, elles sont plurielles. Et en même temps, quand on se retrouve dans l'Hexagone, on est solidaire, même si on est différent. Ça, c'est une chose.
Maintenant, comment c'est pris dans les politiques publiques de l'Hexagone, pour ne prendre que la stratégie nationale de la biodiversité, par exemple, qui est très importante et qui concerne toutes nos collectivités aussi d'outre-mer, eh bien, nous aurions souhaité que cette stratégie nationale de la biodiversité ait un chapitre complètement dédié aux collectivités d'outre-mer. Or, actuellement, même s'il est très bien fait, elle est très bien faite, cette stratégie nationale de la biodiversité, mais les ultramarins sont noyés dans toutes les directives, dans toutes les propositions qui sont faites. Donc, à mon sens, on parle souvent d'outre-mer, notamment d'écologie, et c'est vrai que notre biodiversité, elle se trouve en outre-mer. Essentiellement, la biodiversité française, c'est 80% en outre-mer, notamment dans nos collectivités Guyane et Nouvelle-Calédonie, où tu disais tout à l'heure qu'on trouvait de nouvelles espèces. Je fais une petite parenthèse. Je reviens d'une expédition dans une île qui est magnifique, qui s'appelle Ouvéa, dans laquelle on est allé pour faire un inventaire d'organismes marins qui ressemblent à des limaces de mer. Ça s'appelle des limaces de mer. On a trouvé juste sur cette petite île en 15 jours 326 espèces qui étaient nouvelles pour l'île, dont une vingtaine nouvelles pour la science. C'est juste pour vous dire que dans nos collectivités, en effet, la biodiversité est extraordinaire au vrai sens du terme. Et donc, en métropole, il me semble qu'on nous fait souvent plaisir en parlant d'outre-mer, mais finalement, on ne nous connaît pas suffisamment. Enfin, je ne sais pas si c'est ton sentiment, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu le mien de sentiment, et c'est pour ça que j'essaye de me battre pour que les collectivités d'outre-mer soient pas mieux perçues, parce que je crois qu'il y a un sentiment plutôt de sympathie vis-à-vis de nos collectivités, mais qu'on ne soit pas noyé surtout dans un millefeuille administratif qui ne nous convient pas du tout, et qui convient à personne d'ailleurs, je suppose. Alors moi, je partage complètement ton avis, et je dirais même plus. Moi, je regrette qu'on ne nous utilise pas comme quelque part des territoires d'expérimentation, pas négativement, mais d'essayer des solutions innovantes sur nos petits territoires qui permettent de faire ça, parce que on a exactement le même millefeuille administratif, comme tu le dis. Surtout Pascal. vous, surtout les DOM. Mais sur un territoire contraint. Donc on peut tester plein de choses. On a le même système administratif sur un territoire beaucoup plus petit. Donc pourquoi ne pas essayer des choses ? On peut essayer des choses. Et nous, c'est ce on a voulu faire ressortir dans notre avis, c'est qu'on doit être les fers de lance de cette transition énergétique. On doit donner l'exemple. On doit nous aider à accélérer la transition énergétique pour dupliquer les bonnes expériences qui ont eu lieu sur nos territoires. Exactement. Peut-être qu'on n'a pas parlé d'une chose qui était importante, il me semble. Oui, bien sûr. Si on a 30 secondes encore, ce serait juste pour parler... Il y a même encore des questions. Ah bon, tant mieux. D'accord. C'est juste pour vous dire combien, en effet, la transition énergétique, la transition écologique est importante dans nos collectivités, parce qu'on peut innover. Mais aussi, et c'est pas le thème de la table ronde aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est qu'on essaye dans nos collectivités de développer cette transition en développant et en pensant à l'avenir, et notamment, on a parlé du recyclage, des déchets, etc., en formant les jeunes de nos collectivités à ces métiers-là. Et ça, c'est vraiment extrêmement important, parce que finalement, on s'est installé. Souvent, ce sont des entreprises qui viennent, qui sont pas toujours, qui viennent avec leur personnel, qui n'emploient pas toujours du personnel local. Et l'idée, ce serait de pouvoir faire des jeunes, de pouvoir former tous ces plein de jeunes, parce que on est quand même dans des collectivités qui sont certes vieillissantes, mais qui ont quand même un taux de jeunesse très important. Et donc, ce sont des nouveaux métiers qu'il va falloir... c'est des nouveaux métiers, et ça devrait être nouveau depuis 20 ans, mais enfin bon, il se trouve qu'on en parle aujourd'hui. Il y a un petit peu trop le phénomène de l'entreprise soit hexagonale, soit étrangère, qui
va pas investir dans la formation des personnes autochtones. Voilà, et ça, je pense que c'est quelque chose auquel il faut vraiment réfléchir avec les entreprises qui peuvent peut-être avoir, je ne sais pas moi, mettre la main à la poche pour la formation. C'est important, ça. Il y avait une question, je vous en prie. Est-ce que c'est mis de côté, justement, J'avoue que quand les personnes qui m'ont vu travailler sur ce sujet-là, ils m'ont un peu rayonné parce que c'est tellement hors sujet en ce moment, en fait. Tellement... vous avez vu l'actualité, nous, notre sujet, c'est vraiment l'insécurité, c'est vraiment la régulation de l'immigration. Donc, forcément, on a l'impression d'être un peu en décalage, même si on a tous conscience, et il y a beaucoup d'associations sur Mayotte environnementales qui plaident pour accélérer cette transition. Mais c'est encore trop... on n'est pas dans cette mouvance encore. Il y a des choses qui se font en parallèle, hein, parce qu'on ne va pas immobiliser toute l'île et toutes les activités parce qu'on veut absolument la sécurité, qu'on veut réguler les flux, etc. Mais bon, ça passe vraiment un peu en bas de la pile, c'est vrai. Je vous remercie de l'échange que nous avons eu. Moi, je vous invite dans quelques instants à ne pas hésiter à venir poser des questions en aparté, Nadine et Pascal, parce qu'elles sont des puits de savoir sur plein de sujets. Je dirais culture et société généralement dans les territoires d'outre-mer et certains spécifiquement. Et je vous remercie de nous avoir rapprochés dans nos esprits aujourd'hui de territoires qui nous sont loin géographiquement, qui ne sont pas loin politiquement. Il ne faut pas oublier, ce sont des territoires français qui, d'un point de vue de transition écologique, ne peuvent pas être plus pertinents. C'est un territoire plus pertinent en ce qui concerne le débat sur la transition écologique et énergétique que les territoires d'outre-mer, ça n'existe pas. Même des territoires d'outre-mer qui sont pluriels. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps d'exposer plein de choses différentes en ce qui concerne cette transition énergétique, de ne pas être resté juste sur des questions techniques justement, d'énergie renouvelable, c'était mon encouragement, et d'avoir été très honnête aussi sur là où vous étiez à l'aise pour intervenir. Et il y a aussi quelque chose qui est réel, on a quand même invité 15 personnes à participer à cette table ronde. C'est une réalité aussi de terrain de ne pas avoir la disponibilité des personnes qui sont dans les territoires d'outre-mer. On a refusé la visio, peut-être qu'on aurait pu la faire, mais j'étais pas très confiant. Il y a aussi des décalages horaires, etc. Donc c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je vous invite à les remercier et n'hésitez pas à venir leur parler. Merci à vous tous. Merci beaucoup.